Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mohamed Gebri, qui est ingénieur industriel de formation. Il a complété une maîtrise en sciences et génie des matériaux lignaux cellulosiques à l'UQTR. Puis, il a intégré l'équipe d'Innofibre après plusieurs années d'expérience cumulée dans l'industrie du recyclage et de la valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition, donc les résidus CRD. Mohamed se spécialise dans l'implémentation, la mise en route et l'optimisation des procédés de conditionnement de la biomasse résiduelle. Ses travaux portent aussi sur la fabrication de panneaux agglomérés à base de matériaux recyclés. Puis, il travaille donc chez Innofib, qui est un CCTT affilié au Cégep de Trois-Rivières, qui est actif dans le domaine de la fibre de bois depuis plus de 30 ans. Innofib compte plus de 45 professionnels et techniciens, et bientôt une nouvelle, Michel, qui sera au service des industries papetières, du recyclage, en fait, qui est au service des industries papetières, du recyclage et de la bioénergie. Innofib s'est reconnu pour ses infrastructures pilotes qui sont à la fine pointe des technologies. On peut penser à leur laboratoire d'analyse physico-chimique, leurs machines à papier et leurs lignes de conditionnement, de séparation et de transformation de la biomasse qu'on suppose que Mohamed a dû beaucoup utiliser dans le cadre de son projet. Alors, sur ce, je cède la parole à notre invité. Puis je t'invite à partager ta présentation. Est-ce que vous voyez la première page de la présentation? Oui, on voit bien. Parfait. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Christine Kofopé et à travers elle le réseau MRQ qui a eu la gentillesse de m'inviter à faire cette présentation qui s'articule autour d'un projet euh, euh, qui est né à la base à partir de la volonté d'une entreprise trifluvienne, BRQ Fibre et Broyure, qui a approché le Cégep de Trois-Rivières pour initier un projet sur la valorisation des particules de bois issues du secteur de la construction, de la démolition et de la rénovation. Et le projet en question a bénéficié de l'appui financier du CRSNG et du CRIBIC. Et il a été aussi conduit en partenariat avec le CEREX, qui est un autre CCTT, et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai décidé d'intituler la présentation Thermopressage du bois recyclé, une palette de possibilités au sens propre et figuré. On va voir plus tard le pourquoi de cet intitulé. Et on va commencer la présentation. Alors, en guise d'introduction, on va parler un peu du bois de construction, rénovation, démolition, pour ceux qui ne connaissent pas bien le gisement. En quelques chiffres, on peut mentionner d'emblée que le Québec génère entre 500 000 tonnes et 1 million de tonnes par année de bois de CRD. Donc CRD, c'est l'acronyme de construction, rénovation et démolition. Selon Recyc Québec, qui est un organisme qui est là pour promouvoir en vérité les initiatives du recyclage, du réemploi et de la valorisation des matières résiduelles au Québec, il y aurait 415 000 tonnes de bois qui a été enfoui en 2011. Donc ça reste un gisement qui est largement sous-exploité. Il y a 295 000 tonnes de bois de CRD qui ont été récupérées en 2018 contre 444 000 en 2015. Donc, on voit que la tendance n'est pas à la progression, elle est plutôt en train de reculer et de manquer des opportunités à valoriser ce gisement de matière. Le bois représente à l'intérieur des résidus de construction, on va trouver bien entendu tous les matériaux qu'on utilise dans le secteur du bâtiment, briques, roches, matériaux isolants, bardeaux d'asphalte, toutes sortes de plastiques, styromousse, PVC sont utilisés dans les conduits sanitaires. Le bois, parmi tout ce gisement-là, il va représenter de façon massive 53 à 56%. C'est dire, et il s'agit de la matière la plus abondante dans le gisement. Donc, c'est dire l'importance du bois dans ce gisement de matière résiduelle. Bon, maintenant, si on parlait de comment on récupère le bois de CRD, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les installations qui sont dédiées à la récupération du bois de CRD?
Bon, l'industrie du bois de construction a évolué en 3 temps. Il y a eu un premier temps qui a commencé dans les débuts des années 90, où on remarquait la naissance des conteneurs de déchets et des postes de transbordement qui récupéraient, dans lesquels qui accueillaient ces conteneurs pour faire une séparation sommaire, mécanique ou manuelle à l'aide d'une excavatrice pour en valoriser la fraction la plus facile à trouver, comme je mentionne notamment les métaux, parce que dans cette époque-là, c'est les métaux qui étaient les plus convoités dans la matière résiduelle. Mais il y a eu des débuts, des prémices de valorisation pour ce qui est des matériaux de bois qui sont destinés à être réemployés. Donc, on ne parlait pas de conditionnement ou de transformation en soi, mais plus de réemploi. Lorsqu'on tombe sur des matériaux simplement valorisables, ben, on réussissait quand même à avoir une certaine valorisation de cette matière-là. Ça, c'était la première génération des centres de tri de construction. Cette génération-là a été suivie par une ère qu'on appelle de mécanisation. Et là, la mécanisation a marqué la deuxième génération des centres de tri, où on commençait à voir tranquillement émerger des techniques de criblage primaire, des techniques qui étaient destinées à tamiser la matière, à épurer le flux pour la suite et pour les amener à la suite de cette opération de criblage sur des lignes de séparation manuelle, où on va faire le tri manuel sur une ligne de tri. Donc, la deuxième génération de tri, de centres de tri a rendu possible la mise en œuvre de la politique des 3 RVE. Vous aurez peut-être entendu parler de la politique de 3 RVE. C'est une politique qui a été préconisée par par la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles, qui a été publiée en 1998. Et qui préconisait la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, suivi de la valorisation, et à défaut, l'élimination des matières résiduelles. Donc, l'émergence de la deuxième génération des centres de tri a permis de commencer la mise en œuvre de cette politique-là. Maintenant, lorsqu'on regarde la troisième génération, on a dit que le secteur a évolué un peu en 3 temps. La troisième génération a été plus marqué par l'automatisation et par la robotisation. C'était un début de robotisation, dû principalement à l'émergence des technologies de tri par spectrométrie. Donc là, on a commencé à voir naître des techniques de tri pas mal plus sophistiquées, qui étaient en mesure d'épurer le flux sur des cadences assez élevées. Donc ça permettait d'avoir une augmentation à la fois de la capacité du traitement et de la qualité de la séparation. Donc ça commençait à donner lieu à un débouché pour cette matière-là. Parce que plus on arrive à mieux épurer la matière, mieux on va favoriser les débouchés dans lesquels on va les valoriser par la suite. Un petit mot sur la notion du tri positif et négatif. Là, c'est une petite technicalité, mais il s'agit de soit séquestrer les matériaux qu'on veut valoriser du flux, et là, on parle de tri positif, c'est-à-dire on va chercher la matière qu'on cherche à valoriser à travers les eaux de débris. Donc là, on parle de tri positif. Et on fait le contraire lorsqu'on fait du tri négatif, c'est-à-dire on cherche à éliminer tout ce qu'on ne veut pas pour ne garder que ce qu'on veut. Donc ça, c'est la nuance entre le tri positif et le tri négatif. Et on voit ici un petit graphique à droite là, qui permet de voir comment fonctionnent les équipements de séparation optique basés sur la spectrométrie et qui fait en sorte que chaque matière va avoir une lecture spectrale différente d'une autre, ce qui en fin de compte va rendre possible son identification et sa séparation dans une ligne de séparation. Quid du marché? Donc, lorsqu'on regarde le marché actuel du bois recyclé du secteur de la construction, on voit qu'il y a une prédominance qui est encore destinée au secteur de l'énergie. Donc, on utilise ce bois-là. La vocation première de ce bois est généralement destinée aux centrales de cogénération. On les retrouve principalement dans les entreprises papetières
au Québec et ailleurs dans le monde. Et cette matière-là permet de générer à la fois de la chaleur et de créer de l'électricité. Donc ça, c'est le principal marché. Il pèse pour 75% du gisement. Euh, Beaucoup moins important, un 25% du marché, est centré sur des applications à plus forte valeur ajoutée, mais qui sont encore à un stade timide de développement. Donc, on parlerait là-dedans des panneaux acoustiques d'insonorisation, des panneaux d'insonorisation, des panneaux isolants, un peu moins de litière animale pour les bovins principalement, et de paillis éventuellement. Difficulté du secteur. On a une grosse difficulté dans le secteur de la construction et de la rénovation en démolution, c'est que le bois transige à un coût plus élevé à l'état de déchet qu'en produit fini. C'est-à-dire que les centres de tri, pour accepter les matières résiduelles, ils vont appliquer ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'est une tarification, c'est un ticket d'entrée que chaque gestionnaire de chantier va devoir débourser au centre de tri pour qu'il puisse accepter cette matière. Il s'agit d'une barrière qui est souvent moindre que le coût de l'enfouissement pour encourager les personnes à ne pas amener ces matières-là à l'enfouissement. Donc, le coût de la barrière à l'entrée se situe entre 40 et 70 dollars la tonne métrique, dépendamment de la région géographique où on va se trouver. Les régions métropolitaines vont appliquer un coût plus élevé parce que c'est là où on retrouve les déchets générés per capita les plus élevés. C'est là où on a des densités démographiques élevées. Alors qu'en région, on va pratiquer des coûts moindres pour permettre de transporter ces résidus-là éventuellement des grandes métropoles vers ces régions, pour qu'on puisse les traiter dedans. Donc, un centre de tri va percevoir entre 40 dollars à 70 dollars la tonne de chaque matière qu'il va recevoir du gisement. De l'autre côté, une fois traité, curieusement, on parle de chaîne de valeur, mais cette chaîne de valeur manque encore à l'appel dans le cas présent. Donc, une fois traité, séparé, conditionné et transformé, ce bois-là, il va se détailler malheureusement à un prix qui est pas mal moindre que le coût pour lequel le centre de tri l'avait accepté. Donc, c'est le principal frein qui s'érige dans le développement de débouchés notamment, ou qui empêche les recycleurs du moins à encourager les initiatives de valorisation à plus grande échelle. Donc ça, c'est le principal frein. Ajouter à cela ce qu'on appelle le pouvoir de monopsone des filières énergie-bois, on l'avait expliqué tout à l'heure, 75% de cette matière-là continue à aller dans le secteur énergétique. Et ce qu'on veut dire par monopsone, c'est une situation qui est totalement contraire au monopole. Dans un marché de monopole, on va avoir un seul vendeur et plusieurs acheteurs. Donc on va avoir plusieurs acheteurs d'un seul produit. La situation de monopsone fait en sorte qu'on a plusieurs vendeurs de matières recyclées et très peu d'acheteurs pour cette matière, étant donné que c'est la filière bois-énergie qui occupe la part du lion du marché. Donc, on a quelques papetières qui vont chercher à mettre le grappin sur la matière disponible dans le marché. Ça leur confère ce qu'on appelle un pouvoir de monopsone. Donc, la possibilité de négociation des recycleurs est amoindrie dû à cette situation. Donc, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour cette matière, ce qui fait en sorte que leur pouvoir de négociation est très entamé par rapport à ça. Ceci est dû principalement au manque de débouchés, parce que s'il y aurait eu d'autres débouchés de valorisation autres que la filière bois-énergie, qui peut prendre autant de volume, il y aurait eu possibilité de dépenser plus d'argent pour mieux transformer la matière et pour l'écouler dans d'autres créneaux. Et la saisonnalité du marché énergétique. On ne se le cachera pas, le marché énergétique est très saisonnier, ça consomme beaucoup de matière pendant l'hiver, ça consomme sensiblement moins pendant l'été. Ce qui est d'ailleurs contraire à la saisonnalité de la génération de ces résidus, parce que les résidus de CRD sont générés pendant les périodes de construction. Donc, c'est une cyclicité inverse. Donc, les résidus sont générés principalement pendant l'été, printemps, automne, et il n'y a pas de matière qui est générée pendant l'hiver. Après ça, on a la demande qui grimpe pendant l'hiver et qui baisse pendant les autres saisons. Donc, on est dans une cyclicité inverse de marché qui freine le développement de la filière.
la problématique. Quel avenir pour le bois de CRD? Qu'est-ce qu'on peut en faire autre que la filière énergétique? C'est ce qu'on va aborder dans cette section. Il y a lieu aussi de parler un peu aux contraintes réglementaires qui s'ajoutent aux contraintes économiques et de contraintes commerciales de marché. Et il s'agit principalement de la politique québécoise de gestion de matières résiduelles qui a prévu le bannissement de l'enfouissement du bois depuis 2014. Dans son plan d'action 2011-2015, le gouvernement du Québec a décidé, en tout cas a annoncé son intention de bannir l'enfouissement du bois à partir de 2014. Ce qui est arrivé malheureusement, c'est que l'écosystème présent de la récupération de ce bois-là l'a un peu régurgité, si on peut dire. Le morceau était trop gros. Il n'y avait pas d'infrastructure capable de digérer tout le bois qui est généré par le secteur de la construction. Donc ça a fait en sorte que la mise en œuvre du bannissement de l'enfouissement du bois a été retardée à maintes reprises. Donc, il y a le règlement de l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles aussi qui est toujours en révision, parce que c'est dans ce règlement-là que le bannissement va prendre effet dans le concret. Le 3RMCDQ, qui est un regroupement de récupérateurs, recycleurs des matériaux de CRD au Québec, dans un mémoire rendu public en 2015, il parle d'un bannissement de bois sous peu. On est en 2020 et il n'y a pas de bannissement en vue. Donc, ce que cela veut dire, c'est que l'écosystème actuel n'est pas capable de digérer encore toutes les quantités générées par le secteur parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de développement dans la filière depuis plusieurs années. Les contraintes réglementaires. Et là, on va aborder un peu le marché principal. Tout à l'heure, on indiquait que le marché principal du bois de CRD était centré surtout sur la filière énergétique. Mais même la filière énergétique, qui est historiquement le marché de prédilection pour cette matière-là, il y a eu un resserrement d'écrous réglementaires à partir de l'année 2016 qui réglementait avec plus de sévérité la combustion et l'incinération du bois de CRD. Donc là, les normes d'émissions atmosphériques, les normes, les règlements normatifs pour accepter cette matière-là ont subi un durcissement, si l'on peut dire. Et ça a mis encore à mal le marché parce que ils sont venus réduire les possibilités de valoriser ce type de bois dans son marché principal, dans le marché de prédilection. Et ça explique un peu le premier chiffre qu'on a annoncé au début par rapport au recul qu'on a subi par rapport à la récupération du bois de CRD. On mentionnait qu'en 2015, on a réussi à récupérer plus de bois qu'en 2018, curieusement. Ce chiffre-là s'explique un peu par le durcissement réglementaire qui a fait en sorte que les principaux acheteurs de cette matière n'étaient plus capables de s'approvisionner avec autant de volume dû à la révision du règlement. Les solutions. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet de la présentation. On regardait dans le cadre de ce projet comment on peut développer d'autres produits avec ce bois de CRD. Avec le bois de CRD, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et la première idée qui était venue à l'esprit, c'est de fabriquer des produits thermopressés. Donc, regardez la voie du thermopressage comme une éventuelle solution à la problématique de gestion de bois de CRD. Étant donné que c'est des produits aussi qui sont plus en adéquation avec la chaîne de valeur, la création de valeur qu'on a montré tout à l'heure, qu'elle n'était pas encore appliquée dans la situation actuelle des choses, et d'éviter les marchés saisonniers, donc cibler des marchés qui sont plus pérennes sur une période de temps, et d'effectuer à travers de tout ça une transition à partir d'un marché de vrac, on est concentré sur un marché de vrac de particules, vers un marché de produits finis, qui peut éventuellement amener ces produits finis-là à l'exportation, donc d'ouvrir les voies de l'exportation. Et on peut voir d'ailleurs dans les figures de l'acétate tous les produits qu'on a la possibilité de fabriquer à partir de l'application de thermopressage. Défi technique par rapport au projet. Bois de CRD à l'épreuve de la deuxième transformation. Donc, les étapes de projet avaient pour objectif de répondre à 4 principales questions. Donc, la première,
était en lien avec les critères du tri et du conditionnement de boîtes CRD. Comment on peut trier efficacement et conditionner cette matière efficacement pour l'amener à un niveau de pureté qui va lui permettre d'être destiné à ce marché. En deuxième lieu, identifier la granulométrie, la configuration de pressage optimale visant à atteindre les propriétés mécaniques cibles. Donc là, c'est sûr qu'on rentre dans le domaine du thermopressage. Il y a un certain nombre de critères à rencontrer au niveau de la granulométrie, au niveau du programme du pressage qui vont faciliter ou favoriser la valorisation de ce bois-là. Banc d'essai comparatif avec deux matrices synthétiques et une résine biosourcée. Donc, comme vous le savez tous probablement, il s'agit d'un matériau composite qu'on fabrique à l'aide d'un procédé de thermopressage. Donc, il nécessite la présence d'une résine. Et cette matrice-là, elle peut être d'origine synthétique ou d'origine biosourcée. On va parler tout à l'heure plus abondamment. Et pour finir, en fait, compte avec l'élaboration d'un design de moule et la mise à l'échelle du procédé. Propriété du bois de CRD. C'est-à-dire, là, on parle du bois de CRD, une fois conditionné, sorti des lignes de tri, c'est quoi les propriétés qu'il va avoir? On sait déjà, on a une information très pertinente sur le bois qu'on utilise dans la construction au Canada. Donc, il s'agit d'essence de bois estampillé EPS, donc épinette, pin, sapin. Donc, c'est un mélange composé principalement de ces trois essences-là, de résineux. Les trois essences sont des essences de résineux. La teneur en humidité du bois de CRD à la sortie d'une ligne de tri va se situer autour de 22 à 25%, ce qui est un peu proche du seuil de saturation des fibres d'ailleurs, et une teneur en cendre moyenne qui va osciller entre 0,8 et 1,5%. Le taux de pureté, on peut atteindre facilement les 98% lorsqu'on utilise une ligne de séparation de troisième génération. C'est ce qui favorise encore sa valorisation. Les résines thermodurcissables maintenant. On va regarder un peu l'échelle chronologique de l'évolution des résines parce que les résines thermodurcissables ont pris naissance avant les résines biosourcées. C'est à partir de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, que ces résines thermodurcissables synthétiques ont commencé à être développées. On parle principalement de l'uréformaldéhyde, de la mélamine formaldéhyde, mélamine uréformaldéhyde, phénol formaldéhyde. Il y a plusieurs types de résines synthétiques qui, à partir du premier choc pétrolier, 1973, le prix du pétrole principalement a beaucoup grimpé. Et ces résines-là sont fabriquées entre autres à base de pétrole. Donc, ça a favorisé l'émergence des cols vertes, des résines vertes, donc les résines dites biosourcées. Et ces résines-là, elles sont